on va essayer de se livrer à une petite enquête. Ceux qui me lisent ont dû se rendre compte que je suis un grand fan et un grand admirateur de l'inspecteur Colombo. Je parle souvent d'ailleurs à ma femme. Et je voulais qu'on partage une petite enquête à faire ensemble ce soir. Une enquête un peu socio-économico-politique, avec comme sujet un petit peu tout ce qui se passe, et notamment l'Europe. Et puis je pense que ça dérivera et que ça vous permettra de vous poser et de poser énormément de questions. Donc j'essaierai de faire court, mais en gros, il y a un crime européen qui est en train de se perpétrer. Le crime européen qui est en train de se perpétrer, c'était un petit peu le sens de l'édito que j'ai écrit dans le Contrarien de ce matin. Ce crime européen, c'est tuer les États-nations, tuer les grands pays dans tout ce qu'ils sont pour pouvoir construire l'Europe fédérale tant rêvée par une catégorie de gens que moi j'appelle les europathes. Alors, pour détruire les États-nations, on va pouvoir procéder en utilisant trois armes du crime. Vous avez l'immigration et vous avez un troisième élément qui a été évoqué assez longuement par le président de la République lors de sa conférence de presse du 14 janvier, qui est la régionalisation. Alors, l'euro, je crois que tout le monde a compris à quel point l'euro pouvait s'avérer être une arme de destruction massive du tissu économique, du tissu social d'une nation, notamment parce que en imposant une monnaie qui n'est pas forcément... Oui, c'est mieux, là, je suis mieux éclairé. en imposant une monnaie qui n'est pas forcément compatible avec la structure de votre économie, comme c'est par exemple le cas pour la France. L'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour l'industrie française. Souvenez-vous, lorsque l'euro arrive, on est en 2000-2001, je ne parle pas forcément que de l'euro papier au sens pièce de monnaie, etc. Bon, on est sur une parité de 0,8 pour un dollar, enfin 0,8 dollars pour un euro, pardon. Donc l'euro vaut moins que le dollar. Et aujourd'hui, en 2014, on est à entre 1,30 et 1,40 avec une pointe à 1,60. Et quand on inverse complètement et qu'on se retrouve avec une monnaie qui a quasiment doublé de valeur, alors que l'économie française n'a pas été en capacité de doubler sa productivité, et qu'on ne peut plus jouer sur notre monnaie, effectivement, on se retrouve face à un problème massif. Vous avez le problème empire pour tous les pays du Sud, bon, évidemment à commencer par la Grèce, l'Espagne, l'Italie dans une moindre mesure, et puis le Portugal, etc., Chypre et tout ce que vous voulez. Donc, nous sommes tous enfermés dans ce carcan. Ce carcan ne peut que nous entraîner à l'insolvabilité. Mais finalement, est-ce que l'insolvabilité des États n'est pas un peu recherchée? Est-ce que le fait que les États deviennent détestés n'est pas un petit peu recherché? On peut se poser la question. On sait très bien ce que l'euro entraîne comme conséquence. On le sait. On le sait. Donc la question, c'est pourquoi? Voilà. Toujours se demander pourquoi, et quel est le mobile. Si vous rajoutez aux destructions massives effectuées et imposées par la monnaie unique, et que vous rajoutez le deuxième outil de destruction massive des États, j'entends par là l'immigration. Une immigration qu'on vous vende comme étant l'ode à la diversité, France, pays des droits de l'homme, accueillons tout le monde, patati patata. Bon. Ok, ça c'est pour amuser la galerie. Quel est l'intérêt économique d'une immigration de 200 ou 300 000 nouveaux arrivants lorsque vous avez 6 millions de chômeurs officiels, 15 millions de personnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires en gagnant des sommes inférieures à 800 € par mois,
que vous avez un taux d'inoccupation très important, et qu'en plus, ce taux de chômage va toucher en premier lieu les zones qui abritent, dans lesquelles habitent en général les gens issus de cette immigration de deuxième, de troisième ou de quatrième génération. Donc, l'immigration aujourd'hui, c'est un outil de déstructuration du tissu social. C'est plus du tout un acte de générosité. On ne parle plus du tout ni de générosité, ni d'asile politique ou ce genre de choses. Hein. Snowden, qui aurait pu prétendre à l'asile politique, personne n'en a voulu, et encore moins la France. Donc, on se retrouve dans une situation où l'immigration est un drame pour les populations qui la reçoivent, mais elle est également vécue comme un drame pour la population immigrée qui vient s'installer, notamment parce que on ne lui définit plus le pacte d'intégration qui lui serait nécessaire. On n'est plus capable de dire voilà ce que c'est que être français. Je veux éviter la notion d'identité française parce que ça pourrait être mal interprété par certains auditeurs. Donc, restons sur le fait simplement d'être français. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Qu'est-ce que c'est que la France? On refuse de se définir nous-mêmes. Et donc, si vous refusez de vous définir vous-même, vous ne pouvez pas intellectuellement demander aux étrangers qui arrivent de s'intégrer dans quelque chose dont vous êtes incapable de définir les contours, incapable de donner les règles du jeu, incapable de donner les attentes. Prenez votre situation professionnelle, vous attendez de votre chef qui vous dise voilà, ton boulot c'est ça, tu dois faire ça, tu prends le truc là et tu dois me l'amener là. Et j'ai des consignes claires. Et à partir du moment où j'ai des consignes claires, où j'ai un cadre clair, je peux travailler de façon efficace. Eh bien, si vous faites cette analogie avec l'immigration, c'est comme un manager qui dirait jamais rien, qui donnerait jamais une seule instruction claire ou évidente à son collaborateur et qui finirait par lui dire mais c'est pas du tout ça que j'attendais de toi. Donc, évidemment, ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions. Et donc, quand on casse progressivement, là pour le coup, je vais parler des identités, mais pas de l'identité française, mais des identités nationales, de l'identité nationale belge, de l'identité nationale française, de l'identité nationale britannique, de l'identité nationale... Bon, parce que tous les pays sont confrontés et effectuent exactement la même politique d'immigration. Mais vous cassez les identités nationales, vous cassez le sentiment d'appartenance, vous divisez votre population. Et une fois que vous l'avez divisée, vous empêchez des fédérations de mouvements, vous empêchez qu'il y ait un contre-pouvoir populaire, qui soit un contre-pouvoir populaire puissant, structuré, organisé. Donc vous vous retrouvez avec des syndicats faibles, avec des populations, c'est tout le sens du communautarisme. Hein, le communautarisme, c'est tout simplement à l'arrivée, et on le voit bien, ce sont des communautés qui ne se parlent plus. D'accord? Donc on ne parle plus de communauté nationale, mais de communautaristes et de communautarisme. Et tous ces différents communautarismes, ils ne se parlent plus, tout le monde se regarde en chien de faïence, il y a une méfiance, et puis finalement, on se regroupe localement plutôt dans sa communauté d'origine, ce qui va complètement à l'encontre de la diversité dont on nous rabat les oreilles. On nous dit la diversité c'est bien, la diversité c'est beau, machin, etc. Mais en fait, il n'y a pas de diversité quand vous regardez concrètement les choses. Finalement, les gens se regroupent par communauté. Et ce phénomène-là, il n'est pas français. Ce phénomène-là, vous l'avez partout en Europe, partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est la même chose. Vous avez ce qu'on appelle les ghettos, machin, etc. Donc, faut bien le garder en tête, c'est une notion c'est un outil de destruction. Quand vous prenez la régionalisation, et ça c'est le point, si on en revient un petit peu sur plus le sujet économique, c'est un point qui est très important, la régionalisation. François Hollande l'évoquait en expliquant qu'effectivement pour des questions de coûts, pour des questions de budget, il fallait
regrouper un certain nombre de régions, ce genre de choses. Alors vous avez des cartes qui illustrent ça et ce projet européen de régionalisation via les langues locales. Bon. En gros, c'est penser local et agissez global ou l'inverse, on s'en fiche. L'idée étant que le citoyen doit être à l'échelon local et à l'échelon global, vous avez une élite européenne qui est en réalité une Europe des lobbies, et ce sont les lobbies financiers et les lobbies industriels. Et ce sont eux qui aujourd'hui sont à la manœuvre à peu près dans tout ce que l'on peut voir. Alors pourquoi cette Europe fédérale? Eh bien pourquoi cette Europe fédérale? Parce qu'en réalité, le mobile, c'est un mobile économique. Le mobile, c'est comment je fais pour gagner de l'argent et comment je fais pour gagner encore plus d'argent. Et en réalité, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui, quand je suis une grande multinationale, de gagner encore plus d'argent? Eh bien, vous avez notamment l'échelon national. L'échelon national est un très fort rempart au développement du profit. L'échelon national empêche la mondialisation, empêche l'émergence de grands marchés, met des contre-pouvoirs, met des normes, met des règles, met des polices, met des contrôles, met des douanes, etc. etc. Donc, l'échelon national est un échelon qui est extrêmement pénalisant pour les affaires. Comment faire pour remplacer, pour supprimer cet échelon national? Eh bien, c'est l'idée de la construction européenne. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de vous dire, ben voilà, vous aurez une Europe qui va aller négocier des traités et des partenariats transatlantiques à travers des textes. Vous verrez dans l'édito de demain, qui est consacré en grande partie à un document qui a été sorti par Wikileaks, justement sur ces traités transnationaux. Vous vous rendez compte que ça va extrêmement loin. Hein. Alors c'est un document qui traite de la, propriété intellectuelle. Alors la propriété intellectuelle, c'est le fait de breveter. Et quand on parle de breveter, on peut parler de breveter le vivant, de breveter l'air qu'on respire, de breveter l'eau que vous buvez, etc., etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important de bien comprendre que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et que le mobile de tout ce qui se passe, c'est le gain, c'est le profit. Si vous regardez donc avec un modèle politico-économique que j'avais appelé la démocrature, qui est une illusion de démocratie, mais un peu à la chinoise. Vous avez l'illusion de la liberté à travers le fait de pouvoir consommer, vous déplacer, etc. Mais vous n'êtes plus quasiment représenté à un niveau national. Vous n'avez qu'un échelon européen. Cet échelon européen, par définition, il est totalement non maîtrisable. Donc, la nature ayant horreur du vide, on vous met des régions, et à ces régions, on donne ce que le président de la République a appelé un pouvoir d'adaptation réglementaire locale. Et le pouvoir d'adaptation réglementaire locale, c'est quoi? C'est la possibilité pour les régions de légiférer. Mais si chaque région légifère et légifère de façon différente, vous vous retrouvez avec une inégalité de fait de tous les citoyens devant leurs lois différentes. En réalité, on aura cassé les nations pour les remplacer par l'Europe des régions. Et donc, ça va favoriser quoi? Ça va favoriser le big business. Et le big business, c'est nos grandes multinationales, c'est Monsanto, c'est Nestlé, avec le PDG de Nestlé qui vous disait qu'en gros, il fallait privatiser toutes les fournitures d'eau et que globalement, on devrait quasiment être obligé et condamné de boire de l'eau en bouteille vendue évidemment par Nestlé. Et si demain Nestlé pouvait nous vendre de l'oxygène et chaque bouffée d'air que l'on respire, il le ferait parce que la logique des multinationales, c'est pas le bien ou le mal. La logique des multinationales, c'est quoi? C'est simplement d'augmenter chaque année leurs profits. Elle est là la logique. C'est de l'enrichissement. Et le mobile, il est là. Alors, vous avez ce mobile aux États-Unis, vous avez ce mobile en France. Alors, je conclurai par le rôle des banques. Le rôle des banques, c'est quoi là-dedans? Eh bien, le rôle des banques, c'est qu'en fait, elles sont en train
quand on regarde un petit peu ce qui se passe, en Espagne, aujourd'hui, les banques sont devenues propriétaires d'une partie très importante du parc immobilier. Alors, les banques sont aujourd'hui propriétaires des actifs tangibles. Alors peut-être que demain, en fait, les banques seront propriétaires de tous les logements, de toutes les terres, qu'il faudra leur louer, parce qu'à l'issue de cette crise, finalement, peut-être que peu de gens auront réussi à conserver leurs biens, et donc ils se font saisir. Alors ils se font saisir en Grèce, ils se font saisir aux États-Unis, ils se font saisir en Espagne, ils se font expulser. Vous avez un mouvement mondial de saisie immobilière. Et dans ce mouvement mondial de saisie immobilière, qui c'est qui saisit? C'est les banques. Et les banques qui ne sont pas en capacité de saisir plus parce qu'elles ont des problèmes de bilan, elles revendent leurs actifs immobiliers à qui? Aux banques centrales ou à d'autres banques. Donc les banques sont, avec cette crise, en train de se mettre dans une situation où elles vont être en mesure de devenir des propriétaires fonciers extrêmement importants. Donc elles captent les actifs tangibles, et je crois que c'est important de l'avoir en tête. Voilà un petit peu, le sujet que je voulais aborder. Autre sujet que je voulais rapidement évoquer avec vous, c'est la banque HSBC, la banque HSBC qui serait sous-capitalisée de 70 milliards d'euros. Voilà, donc ça fait un petit trou dans la raquette. Donc 70 milliards d'euros, ça fait beaucoup d'argent. Donc ils ont sous-estimé la valeur de leur actif. Ça, c'est un article qui est paru dans le Télégraphe, à Londres, qui est le dernier journal qui fasse à peu près son travail, et donc qui revient sur une note d'analyste qui a décortiqué les comptes d'HSBC, qui est quand même une immense banque HSBC. Donc, quand on vous dit que HSBC est sous-capitalisée de 70 milliards d'euros, et qu'elle pourrait avoir besoin de jusqu'à plus de 110 milliards de dollars de renforcement de ses fonds propres, il y a quand même de quoi se gratter la tête et de se poser quelques questions. Enfin, dernier sujet, l'or dans tout ça, en 2014. Alors, l'or dans tout ça, en ce début d'année, il se tient plutôt convenablement. C'est pas mirobolant, mais il se tient convenablement. Pour le moment, on reste sur le fait que la baisse a été stoppée. La baisse de l'or, elle est stoppée par les achats chinois. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est devenue le premier acheteur mondial d'or. Non seulement la Chine est le premier acheteur mondial d'or, mais la Chine a mis en place une véritable politique de désaméricanisation. Donc ça, on l'avait déjà évoqué. Et elle poursuit cette politique de désaméricanisation. Elle en parle de manière très régulière, très récurrente. Récemment, vous avez eu des accords qui ont été passés pour le fait de pouvoir négocier du yuan, qui n'est pas théoriquement négociable, à Londres et à Paris. Moscovici en avait parlé fin novembre. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Les Chinois poursuivent leur stratégie de désaméricanisation. Ils vont la poursuivre tout au long de l'année 2014. Donc normalement, la Chine va représenter un soutien extrêmement important pour les cours de l'or et devrait leur permettre de ne pas aller tellement plus bas. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, qu'est-ce qui va pouvoir pousser l'or sur des mouvements aussi importants? Bien, tout simplement, la défiance. La défiance, à partir du moment où vous n'avez pas confiance. Et il y a deux façons de ne pas avoir confiance. La première, c'est de ne pas avoir confiance dans votre opérateur bancaire. D'accord? Trois façons. Vous n'avez pas confiance dans votre banque. Vous êtes client de chez HSBC et vous voulez vite vous carapater parce que vous venez de lire un article qui vous explique par A plus B qu'HSBC est en quasi faillite. Donc vous avez vite envie de fermer votre compte. Donc ça, c'est les paniques bancaires. Évidemment, les bank runs,
ça peut faire monter le cours de l'or de façon assez violente. La deuxième notion de perte de confiance, c'est la perte de confiance dans votre monnaie. Si à un moment donné, vous avez une défiance dans le dollar, si vous avez une défiance dans l'euro, vous pouvez avoir évidemment une perte de confiance brutale dans votre monnaie, et à ce moment-là, vous pouvez avoir une ruée vers l'or. Troisième élément qui peut pousser, c'est la peur du chiffrage. Le FMI évoque de manière extrêmement régulière et récurrente le fait de venir vous chiffrer 10% de votre épargne, de vos avoirs, etc., pour payer des dettes qui aujourd'hui ne sont plus payables. Donc le dernier papier du FMI, il disait quoi? Il disait de toute façon, on va vers une série de défauts majeurs des pays dits développés. Alors les pays dits développés, hein, c'est pas le Zimbabwe et le Congo-Brazzaville, hein, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est évidemment le Japon, etc., etc. Donc on vous prépare cette idée de chiffrage au fait qu'on va vous taxer un certain nombre de vos actifs financiers. Quand la menace va se préciser, on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de gens qui décident de sortir une partie de leurs fonds et qui donc achètent de l'or. Voilà, donc les trois paramètres à surveiller pour l'or, encore une fois, c'est confiance dans votre banque, dans le système bancaire, confiance dans votre monnaie et confiance dans vos politiques, à savoir qu'ils ne viennent pas directement vous voler et se servir sur vos comptes. Et là, on a fait à peu près le tour des éléments qui pourraient pousser l'or vraiment à la hausse et venir alimenter avec des fondamentaux économiques une hausse de l'or. On est plutôt dans une phase où on annonce que il y a des réductions d'injection monétaire, plutôt dans des annonces de réduction de quantitative. Attention à ce que l'on annonce et à ce qui se passe en réalité. Le quantitative easing, il baisse d'un côté, mais enfin, de l'autre côté, c'est le déficit budgétaire américain qui va augmenter. D'accord? Donc en fait, ça va complètement se compenser et on va rester sur des injections monétaires sensiblement équivalentes. Simplement, moins par la Fed, plus par le déficit budgétaire, tout en sachant qu'en réalité, au bout du compte, c'est la Réserve fédérale américaine qui rachète l'essentiel des bons du trésor US. Donc tout ça, c'est un jeu à somme nulle. Les États-Unis n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas arrêter les quantitative easing. Donc ils ont trouvé une solution qui est l'accord budgétaire, qui fait 1600 pages, l'accord budgétaire entre républicains et démocrates qui a été signé. Il fait 1578 pages. Autant vous dire que les 1518 pages, vous n'avez aucun journaliste qui va prendre le temps de se les farcir une par une. Donc, on ne regarde pas trop ce qui se passe, mais en clair, on est dans des sommes qui vont être dépensées, qui repartent à la hausse du côté du gouvernement américain. Encore une fois, ce que l'on va diminuer d'un côté, on le retrouve de l'autre. Vous aurez remarqué qu'on était il y a 2 mois dans un psychodrame total sur le débat budgétaire aux États-Unis. Shutdown, fermeture de l'administration américaine, des files entières de fonctionnaires qui rentraient chez eux désœuvrés, pas payés, etc., etc. C'était l'apocalypse budgétaire. 2 mois après, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Il n'y a aucun problème. Tout va très bien. D'accord. Et là, on trouve un accord sans problème, sans souci. 1576 pages, pondues en 3 semaines, par des commissions bipartisanes, sans que ça pose la moindre difficulté, dans la sérénité la plus totale et dans la félicité globale qui tout d'un coup tombe sur Washington. D'accord? C'est génial, c'est génial. Sauf que tout ça, c'est, faut pas être naïf, c'est clairement calculé. Voilà. Donc c'est de la communication. Donc
Donc on nous fait croire que tout va beaucoup mieux que bien, tout en sachant que le chômage aujourd'hui aux États-Unis, il est toujours à peu près de 11-11,5%. Et puis les gens qui mangent grâce aux food stamps, c'est toujours 50 millions de personnes, enfin un petit peu moins de 50 millions de personnes. Donc globalement, on est Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, impeccable. Donc navré pure. Oui, donc je sais plus ce que je vous disais. En gros, on est dans du pilotage et la question c'est de se demander pourquoi. Encore une fois, pourquoi? Et on retombe sur notre idée de petite enquête policière. C'est quoi le mobile? Pourquoi? Et pourquoi à un moment donné, la Fed changerait de politique? Et si elle change de politique, à quoi ça va aboutir? On le sait très bien. Donc pourquoi le ferait-elle? Pourquoi ne le ferait-elle pas? Et il faut bien se poser ces pourquoi et essayer de voir qui peut avoir intérêt à ce qu'à un moment donné, eh bien la Fed arrête son soutien à l'économie. Parce que finalement, ça pourrait durer longtemps. Hein. Pour le moment, il n'y a pas d'inflation. D'accord? Il n'y a pas d'hyperinflation. Il y a une inflation dans les actifs financiers, mais vous n'avez pas ni d'inflation, ni d'hyperinflation dans l'économie réelle. Dans l'économie réelle, c'est plutôt déflationniste. Donc, pourquoi? Voilà. Voilà en gros, donc toujours ayez bien ces deux questions. Pourquoi et où va le pognon? Voilà. C'est qui dirige le monde. Pourquoi et où va le pognon? Maintenant, je propose qu'on passe à vos questions et que j'essaye d'y répondre le plus longtemps possible. On a à peu près une devant nous. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je les regarde défiler. Alors, déflation par les salaires, plus inflation, le pire des scénarios. Est-ce que l'effondrement monétaire ne serait pas un frein idéal à cette destruction des nations? Alors, Marc D, est-ce que ça serait un frein idéal ou est-ce que ça serait un accélérateur idéal? L'effondrement monétaire, je crée un problème et je vous apporte la solution. Le problème créé, c'est la faillite de vos nations. D'accord? Parce qu'on peut imaginer qu'il n'y aura pas d'effondrement monétaire, qu'il y aura un effondrement des nations. Et le carcan de l'euro, le carcan de la monnaie unique, c'est à ça qu'il aboutit. On sauve la monnaie unique, mais on condamne les États au surendettement. Regardez ce qui se passe avec la Grèce. La Grèce est extrêmement éclairant. On lui fait un programme d'aide, 240 milliards. On lui met 109 milliards d'effacement de dette. Donc on lui met en gros à disposition 350 milliards. Elle avait 360 milliards de dettes. 360 moins 340 égale normalement 10 milliards. Non, en fait, ça c'était en 2011. Aujourd'hui, en 2012, la Grèce a autant de dettes qu'en 2014. La Grèce a autant de dettes qu'en 2011. Et non seulement elle a autant de dettes, mais comme son PIB entre-temps a chuté, son ratio d'endettement versus PIB, lui, a augmenté. Et aujourd'hui, on est à 170% versus 165%. Donc on a un ratio de dette sur PIB qui est pire après les plans d'aide qu'avant. Donc là, on est bien dans une notion d'effondrement, non pas de la monnaie qui est sauvée à tout prix, mais d'effondrement des nations. Et on rejoint les États surendettés qui sont en faillite. Et un État surendetté qui est en faillite, c'est un État qui ne sert à rien.
Et heureusement, l'Europe est là. On arrive avec une sublime solution. Nous vous proposons l'Europe des régions. Payez vos impôts au niveau local, hein, ça va être beaucoup mieux. Votre État a été complètement défaillant, il a fait faillite, il a disparu, on n'en parle plus. Et nous, par contre, l'Europe fédérale, l'Europe bisounours, l'Europe des gentils, l'Europe des entreprises, des banques, etc., où on prend le pouvoir. Voilà. Mais c'est ça, la réalité. Donc, on crée un problème et puis on apporte la solution que l'on souhaite à ce problème. Et comme les gens souffrent, ils acceptent tout ça. Lire la stratégie du choc, oui, absolument. Quid de la possibilité d'une interdiction de la détention d'or si ça va vraiment mal? C'est tout à fait possible, Gérard. Hein, encore une fois, on essaye de proposer des solutions de conservation en Europe, hors Europe, en France, hors France, etc. Donc, essayer justement de panacher un peu ces différentes solutions. Hein, donc on propose un kit de survie avec de l'argent métal, vous pouvez l'enterrer dans votre jardin, vous pouvez avoir de l'or en Suisse, vous pouvez avoir de l'or en Belgique, etc. etc. Donc, après, votre conseiller peut vous expliquer tout ça en prenant beaucoup plus de temps et en vous proposant des solutions adaptées. Question sur le fait que le potager marche bien en été, mais en hiver. Alors, en hiver, quand on a faim, bah oui, il y a les boîtes de raviolis, ça se garde longtemps. Hein, ça se garde longtemps. Et puis, pensez aussi au kit de survie à argent-métal que l'on peut proposer et qui vous est livré directement chez vous. Oui, mais peut-être un jour un sursaut des peuples nous dit Marc. Oui, peut-être qu'il y aura un sursaut des peuples à l'occasion d'élections ou en dehors des élections. L'histoire, elle n'est pas écrite. L'histoire, elle n'est pas écrite. L'histoire, elle est en train de s'écrire. Et nous sommes dans une période, nous vivons une période historique. Elle est économiquement historique et elle est politiquement historique. Voilà, nous vivons vraiment une période formidable et je le dis et à la fois avec ironie et à la fois avec peur et aussi à la fois avec fascination parce qu'aujourd'hui nous avons rendez-vous tous avec une période historique. Peu en banque, pas d'assurance, peu d'or physique, un peu de cash, mais où placer ces petites économies? Mais je crois que John, vous venez de donner à peu près la liste. Le moins possible en banque, ça ne veut pas dire fermer son compte, ça veut dire le moins possible. Le moins possible, quand on est un ancien maison de retraite qui doit faire un chèque de 2000 euros tous les mois à sa MAPA, on a besoin d'argent en banque, d'accord? On a besoin de beaucoup plus d'argent en banque que quand on est un trentenaire qui a 20 000 euros devant soi. Donc là, on peut se débancariser de façon très différente en fonction de son âge, de son contexte, etc., etc. Sachez que pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup d'amour pour les banques et qui n'ont pas forcément besoin qui n'ont pas des besoins bancaires démesurés, vous avez le compte nickel que vous pourrez ouvrir chez votre buraliste et qui vous permet d'avoir un compte bancaire entre guillemets, un RIB, d'avoir une carte bleue, etc., mais hors système bancaire. D'accord? Donc vous pouvez recevoir votre salaire, vous pouvez être prélevé de votre EDF, de vos gaz, de votre électricité, téléphone, etc., en n'étant plus dans un établissement bancaire traditionnel. Donc, je pense que vos sous, ils seront peut-être presque plus en sécurité, en tout cas pour des comptes courants de la vie quotidienne. Un peu d'or physique, ça me semble effectivement du bon sens. Un peu de cash, alors pas forcément trop de cash, hein, mais ça peut l'être. Alors, pour ceux qui veulent détenir des billets, moi je vous conseillerais plutôt à ce moment-là de détenir des billets dans des devises étrangères. Par exemple, si vous voulez du cash, prenez un petit peu de couronne norvégienne. Vous allez chez votre marchand de billets, hein, donc dans un bureau de change, couronne norvégienne, et puis par exemple un peu de francs suisses sous forme de billets. N'oubliez pas l'argent métal. L'argent métal, c'est d'abord des petites sommes, hein, unitairement,
c'est des petites sommes. Une pièce d'or, ça vaut beaucoup plus qu'une pièce d'argent. Donc, en cas de troc, en cas de commerce quasiment, vous avez de la petite monnaie, de la menu monnaie, et pour ça, vous avez les pièces d'argent. Donc ne l'oubliez pas, c'est important. Pour ceux qui ont beaucoup plus de sous, eh ben, vous pouvez diversifier encore une fois, terre agricole, maison à la campagne, potager, forêt, et puis vous avez évidemment les diamants, qui sont encore une autre possibilité de diversification dans des actifs tangibles, hein, parce que là on parle d'actifs tangibles. Quel délai avez-vous en tête, nous demande Lionel, avant que l'on fasse chiffrer? Et ne pensez-vous pas que les comptes avec moins de 5 000 euros seront épargnés pour éviter la colère des petits épargnants? Il y a de fortes chances que, Lionel, les petits comptes soient effectivement épargnés. Oui, il y a de fortes chances. Les révolutions se font très rarement quand on vole les petites mémées et les contrats d'assurance vie des petites mémées. C'est sûr. La propension à la révolution et au cassage d'abribus de la petite mémée de 85 ans en maison de retraite est beaucoup plus faible que celle du jeune de 20 ans qui n'a pas grand-chose à perdre et qui est en pleine force de l'âge. Donc oui, c'est tout à fait possible, ce qui revient à dire avoir plusieurs banques, séparées, etc. Mais on peut aussi imaginer que le chiffrage se fasse sur la base d'un calcul global de tous vos avoirs financiers. Donc on peut imaginer que, comme tout ça maintenant c'est sur ordinateur et c'est sur informatique, on sait qu'aujourd'hui vous détenez une somme, toute banque confondue, d'environ 50 000 euros sous la forme de 10 comptes bancaires. Bon, on vous taxera 10% de ces 50 000 euros. Panne de son, vous m'entendez plus là? Si? Ah, il y a longtemps, d'accord. C'est moi qui ai beaucoup de retard. Alexandre, est-ce qu'une confiscation aujourd'hui des métaux précieux, si cela était possible, l'épargne semble plutôt plus simple et rapide via un clic, l'argent ne serait pas plus intéressant que l'or car beaucoup utilisé par l'industrie? Oui, c'est possible, Alexandre. Je crois que vous avez quand même, donné l'élément essentiel. Taxer l'épargne, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide via un clic. Mais on va même aller plus loin. Vous prenez les réserves d'or de la Banque de France. On parle de 2400 ou 2500 tonnes d'or. Vous multipliez ça par le prix au kilo, et ça vous donne quelques dizaines de milliards d'euros de valeur pour 2500 tonnes d'or, ce qui est quand même une quantité assez importante. La dette de l'État français, c'est 2000 milliards d'euros. 2000 milliards d'euros. Tant que l'or ne vaut pas 200 ou 300 000 euros le kilo, donc tant qu'un lingot ne vaut pas 200 ou 300 000 euros, voire même 500 000 euros, voire même 1 million d'euros, la quantité d'or valorisée versus le stock de dette, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Aujourd'hui, la meilleure protection qu'ont les détenteurs d'or, c'est qu'en fait, si l'État, si tant est qu'il ait les moyens physiquement d'aller venir chercher l'or dans nos coffres, en Suisse, dans nos jardins, enterrés, quand bien même il aurait les moyens d'envoyer des agents partout, pour récupérer pièce par pièce. Il faut bien se rendre compte que ça ne changerait rien, mais rien à notre stock de dette. Vous, aujourd'hui, compte tenu de la valeur de l'or, imaginez rembourser les dettes, les 2000 milliards d'euros de dettes de l'État français en prenant l'or des Français, c'est illusoire. Ça revient à éteindre un feu de forêt avec une petite cuillère remplie d'eau. On est vraiment dans ce, dans ce genre de ratio. Hein. Faites les calculs par vous-même, vous verrez, c'est assez édifiant. Donc je crois que la meilleure protection pour les détenteurs d'or, c'est celle-là, c'est qu'en fait, économiquement, ça servirait à rien. Doit-on déclarer son compte au coffre, aux impôts, nous demande Balaguer.
Absolument pas, mon cher Balaguer. On ne déclare pas son compte au coffre aux impôts. Néanmoins, sauf dans un cas, c'est si jamais vous remplissez une déclaration ISF. Donc, si vous remplissez une déclaration ISF, vous êtes effectivement censé déclarer que vous détenez X montant en euros sur un compte au coffre.com. Pour toutes les personnes qui ne sont pas assujetties à l'ISF, vous n'êtes en aucun cas tenu de déclarer la possession de votre compte au coffre.com, qui est une société de droit français qui est en France. Donc il n'y a pas de sujet sur ce point-là. En revanche, nous sommes tenus d'avoir un registre et dans ce registre d'avoir toutes les coordonnées de nos membres et de nos clients. Et nous sommes tenus de répondre aux réquisitions judiciaires qui pourraient nous être envoyées par l'administration fiscale. Bon, mais ça, c'est pour une banque, c'est pareil. Jeff, 10% argent, 10% diamant, 20% or. C'est une bonne idée de répartition. Aider ses enfants à se désendetter. Bruno, nous dit Bruno Maes. Effectivement, mon cher Bruno, aider ses enfants à se désendetter. Ça peut être également une solution. Aujourd'hui, l'argent rapporte quasiment plus rien. Et s'il vous rapporte un petit peu, c'est parce que vous avez par exemple soit du risque boursier, soit du risque obligataire avec des obligations d'État qui vous rapportent du 2,5, c'est-à-dire peanuts par rapport au risque que vous prenez puisque vous prêtez à des États en faillite. Donc, gagner 2%, payer 4% un crédit, bah oui, effectivement. Économiquement, c'est rentable de se désendetter. Et puis surtout, finalement, qui paye ses dettes s'enrichit. D'accord. Donc, il s'enrichit dans le sens où il se libère d'une forme de servitude moderne. John, que pensez-vous des placements en SCPI de rendement en direct sans passer par les banques ou les assureurs? John, j'en pense que ce sont des placements rarement très liquides. Alors, vous en avez quelques-uns qui sont assez connus, Immorant, bon, vous avez quelques bonnes maisons. Le problème, c'est que c'est peu liquide et n'imaginez pas qu'en cas de grosse catastrophe, les gens puissent payer leur loyer. Oui, mais moi, j'ai des murs de boutique, j'ai des bureaux. Bah oui, bah justement, les bureaux, les murs de boutique, les commerçants pourront pas les payer. Allez voir à Athènes. 70% des boutiques d'Athènes ont les volets, les rideaux en fer fermés et vous avez plus d'activité. Donc tout le commerce s'est effondré en Grèce et c'est vers cela que l'on évolue et que l'on va. Le Mar, dans le chaos avec mon PEBC, ce sera plus mon voisin affamé que l'Europe mon problème. C'est tout à fait possible, le Mar. C'est pour ça que on a inventé certains outils qui permettent de régler le problème des voisins récalcitrants. Mais je ne m'appesantirai pas, c'est pas le sujet. Surféa, locataire à Paris, faut-il s'endetter pour acheter une résidence en province et garder un peu d'or et d'argent? Alors, locataire à Paris, tout dépend pourquoi vous êtes locataire à Paris. Vous posez une véritable question et elle est très compliquée. Elle est très compliquée, Surfer, parce que il n'y a pas de réponse toute faite. Je vous explique. Si jamais on évolue comme ce qu'il s'est passé vers une situation à la grecque, vous avez 60 à 70% des Grecs des villes qui cherchent à retourner aux campagnes parce que dans les campagnes, au moins, on peut bouffer. D'accord? On peut se débrouiller. Donc on peut trouver du bois, ramasser du bois et se chauffer, et on peut cultiver un potager et manger. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, et même si Monsanto essaye de nous empêcher de cultiver en dehors de ses graines et de semences, on peut arriver à se débrouiller encore sans Monsanto. Donc, si vous étiez grec, vous auriez eu intérêt. Si vous étiez grec il y a 5 ans, vous auriez eu intérêt effectivement à revendre l'appartement ou à ne pas acheter d'appartement à Athènes
à le revendre puisqu'il avait encore de la valeur si vous en aviez un, et à investir plutôt en zone rurale pour pouvoir vous constituer une zone de refuge lorsque vous perdiez votre emploi et que vous ne pouvez plus vivre en ville. Le problème, c'est est-ce que vous serez grec? Pas de certitude absolue, on en prend le chemin, et c'est ma conviction. Est-ce que je dois vous faire parier votre avenir immobilier là-dessus, vous empêcher d'acheter à Paris sous prétexte que ça pourrait baisser, que ça pourrait ne pas être un bon investissement, que vous pourriez être amené à déménager parce que vous allez perdre votre boulot, etc., etc. Ce sont des sujets qui sont très compliqués. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Et la bonne question, c'est quoi ma vie et de quelle vie j'ai envie. Si vous avez de toute façon envie de quitter Paris, bah, essayez de quitter Paris maintenant. Bon, et puis de vous refaire une vie ailleurs qu'à Paris. Mais si c'est pas le cas, si vous voulez vivre à Paris, si vous voulez y rester, etc., je sais pas. Il y a un moment donné, c'est aussi des choix de vie et c'est en ça que c'est compliqué. Alors, je ne sais plus du tout où j'en suis dans la liste des questions. Voilà, je vous ai retrouvé. Un potager bien géré produit aussi en hiver. Exemple permaculture. Oui, alors vous avez également, par rapport à la petite remarque de Jérôme Z, renseignez-vous, vous tapez serre enterrée sur Google et vous verrez comment quand on creuse une serre de 2 mètres de profondeur, on réussit à avoir 10 degrés, même en plein hiver, à 2 mètres de profondeur, et donc ça devient différent. Et ça ouvre plein d'autres possibilités. Potager, verger, oui. Confiscation des métaux au plan européen. C'est possible, Jean, tout est possible. D'accord? On est, vous savez, je ne pensais pas que je lirais un jour un arrêt du Conseil d'État m'expliquant que quelqu'un était interdit de quelque chose, c'est-à-dire condamné à quelque chose, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il pourrait peut-être faire. Voilà. Je l'avais vu dans Minority Report, film de science-fiction américain, mais je ne pensais pas que ça pouvait se traduire dans le droit français de cette façon-là, sur une affaire aussi grave pour certains ou insignifiante pour d'autres, que soit l'affaire de données. Il y a des lois, il y a des voilà, il y a des lois. Quand les outrepassent, il y a des jugements, il y a des condamnations, que les condamnations soient appliquées. Il n'y avait pas forcément besoin de changer la loi pour que force reste à la loi. En tout état de cause, pour la première fois, quelqu'un a été condamné, non pas, et ça crée une jurisprudence très forte, hein, et la Ligue des droits de l'homme, l'ancien président du tribunal, du TGI de Paris, etc. Enfin bon, tous les juristes sont bien conscients du changement et du problème énorme. Est-ce qu'il peut y avoir une confiscation des métaux au plan européen? C'est possible. Tout est possible. On peut même changer le nom de l'Union européenne et l'appeler l'UE-RSS. Hein. Ça pose pas forcément beaucoup de soucis. Chiffrage des comptes de moins de 100 000 euros. Je sais pas, Chounet, ça dépendra de la gravité de la situation économique de la banque concernée. Si vous vous en référez à la directive européenne concernant le bail-in des banques, qui dit que justement on peut prendre sur vos comptes, potentiellement, il n'y a aucune notion de limite de 100 000 euros. Voilà, puisque les clients sont appelés pour la solvabilité de la banque. Voilà. Donc, ils sont appelés. Et puis, on va essayer de taper d'abord les plus gros, puis les plus petits, puis s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, puisque de toute façon, la banque a fait faillite. Donc, une banque qui fait faillite, par définition, vous n'avez plus d'argent. Voilà, c'est assez simple. Peu importe que vous ayez 100 000 euros, moins de 100 000 euros, plus de 100 000 euros, si la banque fait totalement faillite et si les autorités ne viennent pas la sauver, vous avez tout perdu. Voilà, concrètement, c'est ça une banque. Et c'est très logique. Les terres rares sont-elles l'investissement de demain? Je crois que la seule terre rare bouchère, la seule terre rare, c'est celle que vous posséderez.
Et la seule terre rare valable, à mon sens, c'est votre potager. Voilà la vraie terre rare. C'est votre forêt. C'est votre terre agricole. C'est celle-là la terre rare. Est-ce que c'est l'investissement de demain? La Chine a clairement nationalisé toutes ces terres rares. Est-ce que quand quelque chose est stratégique, les petites gens ont le droit d'y investir et d'y placer? J'en suis pas convaincu. En tout cas, c'est pas ce que l'histoire de la finance nous montre ou nous démontre. En général, quand on vient nous chercher, nous, le petit épargnant, c'est qu'il faut qu'on fasse la contrepartie à un gros financier, un gros banquier, un gros industriel. Prenez le cas du tunnel sous la Manche, qui est quand même extraordinaire. On est allé chercher les petits épargnants, on a collecté des fonds, ils ont été ruinés, et 20 ans après, maintenant que le tunnel est rentable, regardez à qui il appartient. Donc, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'il appartient plus du tout aux petits actionnaire. Voilà. Donc, le capital a été complètement remanié. Et là-dessus, mais pourtant, ceux qui ont payé le tunnel, ce sont des millions de petits actionnaires français et anglais qui ont été arnaqués. Mais il y avait eu le canal de Suez, le canal de Panama, les emprunts russes, mais toujours la même chose. Donc allez-y dans les terres rares si vous voulez. Je vous dirais pas, n'y allez pas. Je vous dirais simplement, moi aujourd'hui, je ne crois qu'en ce que je maîtrise et je ne crois qu'en ce que je comprends et je ne crois qu'en ce que je peux toucher, posséder et dont je peux avoir l'usage. Je peux avoir l'usage de ma maison, je peux avoir l'usage de mon appartement, je peux avoir l'usage de mon potager, je peux avoir l'usage de ma forêt, je peux toucher mon or et avoir l'usage de mon or, je peux toucher mon argent, avoir l'usage de mon argent. Tout le reste, c'est du vent dans une période où dans une période de grande confusion, où tout ce que nous tenions pour acquis est en train de s'effondrer sous vos yeux. Voilà. Donc, les terres rares, comme les bitcoins, comme beaucoup de choses qu'on vous propose, sont des chimères visant à vous faire croire que vous pouvez vous enrichir, mais en réalité, vous ne servez que de contrepartie à quelqu'un. Jeff qui disait les terres rares, il faut faire très attention, ce sont des matières instables qui se dégradent ou changent de nature dans le temps, plus tous les aspects géostratégiques, géopolitiques qui rentrent en ligne de considération, et qui font que ce sont des marchés extrêmement compliqués. Et puis bon, c'est pas évident de stocker les terres rares dans votre baignoire, hein, c'est un peu comme le pétrole. Que penser des banques genre Zesto? Eh bien écoutez, Zericus, je ne connais pas Zesto. Je connais Compte Nickel, voilà, mais je ne connais pas Zesto. J'en pense pas grand-chose de Compte Nickel. Je trouve que c'est rigolo et que c'est plutôt sympa de pouvoir avoir son compte en banque qui soit pas dans une banque, voilà. Donc j'en pense rien, si ce n'est que c'est un nouvel outil qui est à notre disposition et que je pense qu'on ne prend pas forcément beaucoup de risques si on n'y met pas énormément d'argent et qu'on s'en sert comme un compte pivot. Et c'est pas une banque, je crois que juridiquement c'est un établissement de crédit ou quelque chose comme ça. Pas un établissement de crédit, un établissement financier. Enfin bon, puisqu'ils n'ont pas le droit de faire des crédits. Donc voilà, donc c'est établissement émetteur de monnaie électronique, me glisse-t-on dans l'oreillette. Voilà, donc c'est en plus un statut hyper particulier. Donc j'en pense plutôt du bien, Zericus. Voilà. Jeff Lanef, Crédit Coop égale BPCE, une vraie banque. C'est Zesto, c'est Renault. C'est la Diac alors, c'est anciennement Diac. D'accord, donc Zesto me glisse dans l'oreillette, c'était anciennement la Diac qui a changé de nom a priori, et c'est devenu Zesto. Donc si vous voulez prêter de l'argent, enfin donner de l'argent à une banque qui appartient à un constructeur automobile qui vend plus de bagnoles, même si je sais que c'est pas aussi grave que Peugeot chez Renault, mais enfin bon, ça va pas très bien. Vous pouvez effectivement aller donner votre pognon à PSA Bank ou à Zesto. Je suis pas persuadé que ce soit une excellente idée. Donc là, par contre, je vous dirais abstenez-vous. Laurent qui nous dit documentaire sur Arte ce soir sur les terres rares. Merci beaucoup Laurent. Donc soit regarder, soit podcaster pour ceux qui pourront pas. Je savais pas qu'il y avait ce documentaire. Je jetterai un œil.
La couronne norvégienne, nous dit le lièvre, Émile, n'est pas très utile chez mon boulanger. Je suis d'accord avec vous, Émile. Je suis d'accord avec vous. Chez votre boulanger, un billet en couronne norvégienne, ça sert à rien. Votre boulanger vous prendra quoi? Il vous prendra des pièces d'argent, il vous prendra des pièces d'or. Ça, oui, mais il vous prendra sans doute pas des billets sous forme de couronne norvégienne. Néanmoins, encore une fois, tout dépend de votre patrimoine. Vous devez bien comprendre que je m'exprime de façon assez générale et assez générique. Et encore une fois, la personne qui a 10 000 euros à protéger, ça n'a rien à voir avec la personne qui a 10 millions d'euros à protéger. Et la personne qui a 10 millions d'euros à protéger, eh ben, elle va pouvoir diversifier dans beaucoup plus de supports par définition que la personne qui a que 10 000 euros à protéger. Et quand je dis le que, il n'y a rien de condescendant là-dedans. Je dis simplement que très concrètement, quand on a 10 000 euros devant soi, les choses, elles sont simples. Avec 10 000 euros, on ne peut pas acheter un appartement à Paris. Avec 10 000 euros, on ne peut pas acheter une maison de campagne. Avec 10 000 euros, on achète éventuellement soit un petit terrain pour faire un potager, mais sans habitat dessus, soit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on achète de l'or. On achète un peu d'or, on achète un peu d'argent et on garde un peu de billets. Alors, vous faites 40%, 40% d'or, 20% d'argent, ça fait 60%, 40% de billets dans votre poche, et puis terminé. Vous avez réglé le problème. Voilà. Donc, c'est facile de régler le problème pour protéger 10 000 euros. C'est beaucoup plus compliqué de régler le problème pour protéger 10 millions d'euros et ça demande une stratégie qui est beaucoup plus complexe. Et donc je crois, Émile, simplement il faut garder à l'esprit que quand je parle de la couronne norvégienne, quand je parle de choses un petit peu plus exotiques, ça s'adresse vraiment, et ça me donne l'occasion de le préciser, à des patrimoines, alors pas forcément de 10 millions d'euros, hein, quand on a déjà 5 ou 600 000 euros de patrimoine, c'est déjà énorme, et effectivement on a des vraies problématiques de diversification, mais en tout cas ce sont pour des patrimoines importants. Zericus qui nous demande c'est géré comment le compte nickel? Et là c'est géré nickel. Donc je ne sais pas exactement comment c'est géré. Ils en sont à leur tout début. Ça va, les comptes s'ouvrent ou vont s'ouvrir directement chez les buralistes. Ils ont un site internet. Hein, donc vous allez sur Google. On n'est pas actionnaire hein, du compte nickel. Donc vous allez sur Google, vous tapez compte nickel et vous aurez tous les renseignements nécessaires. CBO qui nous dit Nef, ils sont derrière une vraie banque. Donc oui, absolument, CBO. La Nef, qui est la nouvelle économie fraternelle, ils sont derrière une vraie banque. Alors, cela dit, c'est enregistré, donc je vais pas pouvoir vous le dire. CBO, vous m'adressez un mail si vous le souhaitez, charles@lecontrarien.com et vous me reposez votre question. Je peux pas, voilà. Mais disons que globalement, il y a des fragilités à la nef. Que je connais très bien pour plein d'autres raisons. Donc il y a des fragilités et donc ces fragilités, il faut les prendre en compte. Hein, c'est important. Le Mar, l'Europe n'est-elle pas qu'une étape avant un gouvernement transatlantique? Les faits parleront d'eux-mêmes. Donc je rentrerai pas forcément dans ce type de sujet, mais je pense qu'on voit très clairement le mouvement de l'Europe fédérale. Quant à un mouvement qui nous emmène au-delà d'une Europe fédérale, beaucoup en parlent, beaucoup l'évoquent, mythe et réalité. Voilà, je crois qu'il faut être attentif à ce qui se passe et faut pas être naïf. Laval, dans le grand maelstrom financier à venir que vous décrivez, l'immobilier sera lourdement taxé car non dissimulable ni exportable. C'est tout à fait vrai, Laval. Dans ce contexte, les SCPI, qui sont un support bien particulier car pierre-papier, ne risquent-elles pas de revivre un blocage complet de leur liquidité? J'évoquais tout à l'heure le problème de la liquidité, je vous rejoins sur cette possibilité. Pour être plus précis, ne risque-t-on pas un SCPI run avec impossibilité pour les sociétés de gestion de rembourser leurs sociétaires, sauf à vendre les immeubles et à aggraver la baisse du marché naissant? Et
Le problème, c'est que même des immeubles entiers, il faut trouver un acquéreur et il n'est pas évident que vous le trouviez, cet acquéreur. Donc, quand on parle de problème de liquidité sur des SCPI, Laval, le problème de liquidité, il est complet, effectivement, il est total, et on a un blocage. Et donc, jusqu'à ce que la crise cesse, ou qu'en tout cas le marché retrouve une liquidité, on a un blocage, on a ces fonds qui sont bloqués. Ça, c'est pour le côté négatif. Donc, vous ne pourrez pas mobiliser vos fonds dans des SCPI, c'est pas sûr, mais la probabilité est très importante. En revanche, le côté positif, c'est qu'à travers la SCPI, vous détenez un actif tangible. Et cet actif tangible, a priori, il retrouvera une valeur à un moment donné ou à un autre. Aujourd'hui, le marché immobilier à Athènes, c'est une véritable catastrophe. On peut espérer que la Grèce un jour se relève, quand bien même elle mette encore 10 ans ou 20 ans. Alors c'est peut-être pas vous qui retrouverez de la valeur, mais ce sera peut-être vos enfants, et si ce n'est pas vos enfants, bah, ce sera vos petits-enfants. Laurent Attès, la boule de cristal doit revenir, je l'achète en bitcoin. Le Jeff, le diamant, ne surtout pas acheter en boutique, TVA et des codes de 50%. Oui, ça c'est important comme remarque. C'est important parce que tout l'intérêt, enfin si vous voulez, pour ceux qui éventuellement voudraient placer et diversifier en diamant, ce que l'on propose sur notre plateforme Invest Diamond. Vous devez bien comprendre que le fait que nous on soit en zone franche et qu'on n'ait ni la notion de décote liée à la TVA, ni la notion de décote liée au diamant d'occasion, entre guillemets, parce qu'il est sorti de la boutique, fait que là, vous pouvez placer et diversifier dans du diamant lorsque c'est conçu de cette façon-là. Mais si c'est conçu d'une autre façon, vous allez commencer par prendre des décotes extrêmement importantes avant de pouvoir éventuellement gagner de l'argent. Et le diamant est plutôt un marché extrêmement stable et linéaire. Donc, si vous perdez 50% sur votre diamant, vous n'allez pas retrouver 50% dans les 15 jours qui suivent. Donc, le diamant d'investissement, c'est particulier, c'est spécifique. On a conçu une offre extrêmement technique, extrêmement travaillée, extrêmement étudiée pour pouvoir proposer le diamant d'investissement comme alternative comme autre placement, comme autre actif tangible qui vous permettant de diversifier vos patrimoines. Allez sur le site investdiamond.com, vous verrez, vous avez des explications extrêmement claires. Et puis vous avez des gens, si jamais vous avez des questions, vous avez des conseillers, des collaborateurs qui se feront un plaisir de vous apporter tous les renseignements nécessaires à votre réflexion. Ediral, les assurances vie peuvent-elles de la même façon être chiffrées? Ah oui, absolument, Ediral, elles seront non seulement de la même façon chiffrées, mais en plus pour les assurances vie, c'est encore pire. Parce que vos assurances vie, en réalité, c'est même pas de l'épargne. Vous pensez quand on a un contrat d'assurance vie, on pense avoir des sous à la banque. Mais rien n'est plus faux. Quand on a un contrat d'assurance vie, on a tout sauf un compte de dépôt. On a donné tous ces sous à l'État, d'accord, et l'État les a déjà dépensés. Et l'État, il vous a rendu ce qu'on appelle une créance, une obligation d'État. Et c'est ça que vous détenez dans votre contrat d'assurance vie. Hein, mais on vous met un chiffre, hein, vous avez 100 000 euros dans votre contrat d'assurance vie, mais vous n'avez plus rien, vous avez zéro. D'accord? Vous avez zéro. Le pognon a été déjà donné à l'État et l'État l'a déjà dépensé. Il a déjà dépensé beaucoup plus en plus que ce qu'on lui a donné, prêté, machin, etc. Donc, cet argent n'existe plus. C'est simplement un titre. C'est une reconnaissance de dette. Et la liquidité pour les contrats d'assurance vie, elle est assurée parce que globalement, le nombre de gens qui mettent un peu de sous dedans et le nombre de gens qui retirent un peu de sous des contrats d'assurance vie, c'est sensiblement le même. Et quand il y a un écart, c'est la banque qui assure la liquidité sur cet écart. D'accord? Ça, tout va bien tant que tout va bien. Si jamais à un moment donné, vous avez des inquiétudes sur le remboursement de la dette publique française, tout le monde va vouloir sortir de l'assurance vie, vous aurez un assurance vie run, et je peux vous assurer que là, on se rendra vite compte que les sous n'existent pas.
Le Bitcoin, la vraie monnaie binaire qui repose sur rien. Oui, c'est un beau slogan CBO. Effectivement. Jérôme Z nous dit si, CBO nous dit fuir le Bitcoin. Non mais le Bitcoin, c'est pas sérieux, d'accord? C'est pas sérieux, pas parce que c'est pas bien. C'est très bien, moi je suis tout à fait pour le Bitcoin, c'est très rigolo, c'est super chouette, ça embête les États, ça fait suer les banquiers. Je trouve ça génial comme idée le Bitcoin. Sauf que le Bitcoin, ça peut pas être une monnaie, ça peut pas être une monnaie d'échange, ça peut pas être un instrument comptable et ça peut pas être un instrument de stockage de valeur. Pourquoi? Parce que ça peut varier de 60% en une journée. Donc en fait, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Il faut juste comprendre que la définition d'une monnaie, c'est instrument comptable. Personne fait son bilan en valeur Bitcoin. Hein. Donc, c'est pas un instrument comptable. Pourtant, une monnaie, c'est un instrument comptable. Première propriété d'une monnaie. Deuxième propriété d'une monnaie, c'est un instrument d'échange. D'accord? Est-ce que c'est un instrument d'échange? Oui, pour vous acheter un voyage dans l'espace sur je ne sais plus quelle société. Alors c'est génial, c'est vrai qu'on s'achète tous les jours un voyage dans l'espace, on peut aussi s'acheter un voyage sur Mars en Bitcoin. Vous pouvez, mais enfin, si vous achetez avec une monnaie qui est du vent, un voyage qu'on vous promet qui est du vent sur une planète que personne n'a jamais vue, ouais, mais c'est ça le Bitcoin. Voilà, donc c'est pas un instrument d'échange, d'accord? Et c'est pas un instrument de stockage de valeur parce que un instrument de stockage de valeur, ça stocke la valeur, d'accord? Donc une monnaie elle est censée stocker la valeur. Si vous avez 60% de hausse comme de baisse en une journée, c'est tellement volatile que vous ne pouvez rien en faire. Vous ne pouvez conclure un contrat, je peux pas vous dire voilà, monsieur, je vais vous rédiger tel travail. Vous me paierez donc 50 bitcoins et je vous rends le travail dans un mois. Je ne connais pas la valeur du bitcoin dans un mois. Personne n'a connu. Donc je ne sais pas si je vais gagner de l'argent ou en perdre. Donc le bitcoin n'est pas et le bitcoin, il faut bien que vous compreniez qu'il n'a aucun des attributs qui font d'une monnaie une monnaie. Et ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est peut-être ce que voulait exprimer CBO et j'espère l'avoir dit avec un peu plus d'éléments et de détails. Jeff à Laval, l'IMO c'est la cata d'ici 10 ans en raison du départ massif, maison de retraite plus cimetière, la génération du baby-boom. Oui, c'est un bon résumé de Jeff, hein, peut-être un peu direct peut-être. Néanmoins, la démographie c'est très très important dans l'économie. Effectivement, le poids démographique des baby boomers qui sont en train de vieillir d'abord, qui devront financer la dépendance après, puis qui, hélas, un jour nous quitteront. On espère le plus tard possible, et bien en attendant, ça fera un vide démographique. Alors, attention, la même problématique qui est soulevée par Jeff sur l'IMO, vous avez exactement la même sur le placement financier, d'accord? Que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, partout dans le monde, développé occidental, les baby boomers ont le même âge, d'accord? Un baby boomer américain, il a le même âge qu'un baby boomer français. Hein. Et le baby boom, il a eu lieu dans tous les pays occidentaux. Et on se quittera là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, il va falloir qu'ils financent leur dépendance. Et là, ils vont désépargner massivement. Donc il y aura des retraits massifs des compagnies d'assurance vie, il y aura des retraits massifs sur les marchés actions, etc., etc. Et qui va assurer la liquidité? Personne ne va assurer la liquidité, donc le prix des actifs va baisser. Et c'est comme ça que lorsqu'on a une population qui baisse, et bien évidemment, comme c'est le cas au Japon, on se retrouve avec des pressions déflationnistes extrêmement fortes. Et ce sont des pressions déflationnistes qui sont liées très logiquement à une décroissance démographique. Et cette décroissance démographique, elle ne peut que vous conduire à une forme de décroissance économique qui se matérialise par la déflation. On l'a au Japon, on le voit bien, et il n'y a pas de raison qu'on échappe à ce mouvement en Europe, ni aux États-Unis. Les Japonais étaient simplement beaucoup plus en avance que nous.
Donc oui, les Ericus, je vous assure, c'est très très important, hein, la déflation par la démographie ou la démographie qui entraîne la déflation. Quand on parle de l'économie, on néglige très souvent l'aspect politique, d'accord, l'aspect politique, mobile politique, le pourquoi, d'accord, mais l'aspect politique. Et on néglige beaucoup trop souvent la démographie. L'une des raisons de la crise japonaise, c'est sa démographie déclinante. Nous faisons face au même choc démographique qui ne se matérialise pas que sur les retraites. Les retraites, c'est ce que l'on voit maintenant, d'accord. Donc, premier effet du choc démographique, il faut payer les retraites de nos anciens. Deuxième choc démographique, il va falloir payer la dépendance de nos anciens. Ça va entraîner soit la revente des biens immobiliers, soit la mise en viager, soit, enfin bref, de la désépargne au sens large. Et troisième choc démographique, et ben quand nos anciens vont partir, ça fait beaucoup de monde en moins, ça va faire un grand vide, et ce grand vide, il sera comblé par quoi? Pas forcément par grand-chose, donc ça veut dire une baisse des actifs, des appartements plus grands, plus de place, enfin bon, que sais-je. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% du patrimoine, ou 80% du patrimoine, j'ai plus le chiffre exact, mais enfin c'est colossal, est détenu par nos anciens et par nos seniors. Voilà. Donc, qui d'ailleurs font énormément de donations et de ce qu'on appelle transfert intergénérationnel pour permettre aux générations d'en dessous d'améliorer l'ordinaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de ce moment qu'on a passé ensemble. Je suis encore navré parce que finalement on aura fait bien peu de questions. Je me demande si la prochaine fois on ne fera pas, en fait, je ne parlerai pas et je ne ferai que répondre à vos questions. Comme ça finalement peut-être qu'on gagnera du temps et je pourrai répondre à plus de questions. En tout cas, merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous. Je vous souhaite une excellente soirée et puis au mois prochain pour notre webinaire qui devient un rendez-vous mensuel. Allez, excellente soirée, au revoir.